what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Expulsion massive des étrangers, interdiction des syndicats, fermeture des programmes sociaux, recours systématique à la garde nationale, emprisonnement des opposants politiques et des journalistes, purge, Trump 2025 vers la dictature, c'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonjour si vous êtes sur le continent nord-américain. Vous êtes nombreux à être sur le continent nord-américain, notamment au Québec, mais pas que. Donc bonjour à vous. Heureux de vous retrouver. Vous le savez, Cody vous en a un petit peu parlé. J'en ai parlé hier dans espèce de space nocturne que j'ai fait, qui devait durer pas très longtemps, qui a duré 1h30, où on a beaucoup discuté de X, de faux dans la presse, etc., etc. On a beaucoup hésité à faire l'émission en général parce que le contexte international étant ce qu'il est, il n'y a pas vraiment un énorme focus sur les États-Unis et on a tous d'autres choses vraiment en tête, mais bon, finalement nous avons quand même décidé d'être au rendez-vous, donc heureux de voir que vous êtes là nombreux sur YouTube et sur X. Nous sommes diffusés sur X. Si vous nous regardez sur X, venez plutôt nous voir sur YouTube. Je sais que c'est très difficile de mettre en avant l'émission YouTube sur X. Elon Musk, l'algorithme d'Elon Musk limite la visibilité des tweets avec d'autres liens, mais venez sur YouTube, venez dans le chat. Il y a des discussions, il y a une communauté vraiment formidable. Cette communauté aujourd'hui, par exemple, qui va me permettre d'offrir une centaine de codes d'invitation sur Blue Sky, après en avoir déjà offert 550. Donc, lorsque je vous dis qu'on a une communauté unique et solidaire, c'est vraiment le cas. C'est la communauté La Chute, hein. C'est vraiment une communauté qui me suit et nous soutient et nous supporte depuis des années, qui nous permet d'être là, émission après émission, d'investir dans du matériel. Donc d'ailleurs, tant qu'on y est, Thomas, je voudrais commencer par remercier les gens qui sont passés par notre page Patreon. C'est important parce que c'est un soutien régulier, mensuel. Vous êtes déjà près de 150 à le faire et voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc merci pour celles et ceux qui sont sur la page Patreon. Et puis il y a toutes celles et ceux qui passent par l'option Super Chat lors de ces discussions. Donc je vais remercier, Thomas me montre déjà qu'il y en a eu. Il y a Mr. John Kenzo, merci. MDG78, merci. Jean-François Roy, forcément, qui nous dit que soutenir la chute, c'est contradictoire. Oui, c'est vrai, on soutient une chute. Mais bon, ouais, c'est vrai, pas mal, bien vu. Elle vient, merci. Richard Grondin, un habitué aussi, fidèle de mon compte Twitter, et qui dit, voilà, une partie de la console de mixage, effectivement, c'est justement sur la page Patreon, on vous fait découvrir, on va vous faire plus découvrir toutes les coulisses de la chute pour que vous voyez à quoi ça ressemble derrière. Il y a le compte Twitter de Thomas aussi qu'il fait régulièrement avec des photos un petit peu backstage, behind the scenes, des BTS comme on dit ici. Donc ouais, Richard, c'est le cas. Merci Flore qui est là au rendez-vous depuis la Californie. Merci Vladimir.
de votre soutien. Stéphane aussi, la chute c'est tellement important pour soutenir un peu le moral que ça devrait être déclaré d'utilité publique. Merci à vous. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que hier, j'avais moyennement le moral, évidemment par rapport à ce qui se passe en Israël, en Palestine et tout ça, et déjà les horreurs qui sont passées et les conséquences que ces horreurs-là vont avoir, et cette espèce de période d'instabilité dans laquelle on va rentrer. Et puis, vous le savez, j'ai tweeté largement dessus, ça a eu un écho assez important. Le fait que Twitter, donc X, parce que ça mérite même plus le nom Twitter, ce que c'est devenu. Donc X est devenu cette plateforme de désinformation avec tous les risques que cela comporte. Ce n'est pas un accident la manière dont X en 6 mois a évolué. Il y a une volonté de Musk de détruire nos repères de ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et donc hier, j'ai lancé en dernière minute, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'était pas sur YouTube en même temps, ce petit space, et de vous entendre à la fois discuter de ces sujets extrêmement graves et venir nous dire de manière sincère, c'est pas faire de la pêche à des compliments, mais venir nous dire de manière sincère comment vous trouviez que notre travail à la chute, que ce soit sur X ou sur YouTube, était une forme d'utilité publique. Finalement, c'est vrai que ça rebooste tout et ça donne envie de se lancer. Donc merci à vous. J'ai dit aussi, et après on va commencer l'émission tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais j'ai écrit aussi sur mon compte Twitter que grâce à ma communauté, j'avais déjà distribué près de 550 codes d'invitation sur Blue Sky. Vous êtes nombreux à vouloir aller sous le ciel bleu, le pays sans troll et sans facho, du moins pour l'instant, et sans images d'horreur. Et donc, j'ai, grâce à ma communauté, encore une fois, une centaine de nouveaux codes à vous partager. Donc, je vais le faire tout au long de ces prochaines journées sur Twitter, mais aussi, je sais qu'Audi vous en a parlé, une fois que l'émission est terminée, allez dans la section commentaires, laissez-nous un petit message, donnez-nous votre identifiant sur X et vous aurez une surprise dans vos DM. Donc voilà, si vous nous écoutez sur X, parce que je sais qu'on est aussi diffusé, c'est important, ça reste une plateforme, n'hésitez pas, venez nous voir sur YouTube. Donc voilà, j'ai fini par, je crois que j'ai fini, j'ai dit tout ce que je devais dire. Thomas, transition, et on commence par quelques petites brèves d'infos avant de se plonger dans un sujet extrêmement grave, qui vraiment, comme je l'ai écrit aujourd'hui, et depuis que je travaille sur Trump, depuis 2015, est sûrement l'aspect qui m'a le plus révolté et inquiété. À tout de suite. Ouais, donc on va commencer par l'actualité. Il y a le procès de New York, il y a le vote du speaker, et il y a puis ce qu'on aime bien faire, et on va essayer d'en faire une tradition. Il y a ce moment MAGA, cette petite vidéo qui est une sorte de virgule, une virgule un petit peu amusante. C'était hier lors du Space. Il y a Stéphane Bourdeau qui est venu, qui est un habitant de Montréal et qui en fait nous a fait rire en nous expliquant que ouais, tout ça c'est vrai, c'est grave, effectivement, c'est dangereux, mais n'oublions jamais que ces gens-là sont d'une stupidité confondante, et donc on a pas mal rigolé avec ça. Donc il y aura ce petit moment MAGA, mais commençons tout de suite par New York, parce que j'ai reçu une tonne de messages sur Blue Sky, sur Threads, où je suis aussi, avec une activité un petit peu limitée parce que c'est difficile de mener tout ça de front, et sur X, où on est dû me dire, mais donc le procès à New York, le procès financier, c'est fini. Non, le procès financier a repris lundi, avec une série de témoignages, c'est encore le cas aujourd'hui. On en parle beaucoup moins parce que il y a quelque chose de très important dans l'actualité, et deux,
Trump a décidé de ne plus aller à ce procès qui était une cause perdue. Il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire faire de la publicité pour pouvoir demander de l'argent. C'est ce qu'il a fait copieusement la semaine dernière lorsqu'il était là, toutes ses interventions, jusqu'au moment où le juge en a eu marre de ce cirque et lui a imposé un gag order pour que il cesse d'attaquer les équipes du juge et de donner les noms des membres du tribunal en pâture à sa communauté. Donc, après avoir demandé pendant 3 jours de l'argent, après avoir conclu qu'on l'empêchait de parler et que donc il fallait lui donner de l'argent, Trump est parti jouer au golf. Hein, on a eu des photos, depuis il joue au golf, tout le temps, il joue au golf, et puis de temps en temps il fait des meetings politiques, on va en voir tout à l'heure une image, mais donc le procès continue. Je vous rappelle que l'information la plus importante, c'est que ce procès est en fait une deuxième partie d'un procès. La première partie du procès qui en fait était une manière tout à fait légale, le procès au civil, qui avait été approuvé par les deux parties. C'est le juge qui a étudié le dossier et qui a décidé de la culpabilité de Trump pour fraude, avec différentes sanctions, dont entre autres l'annulation de ses licences commerciales à New York. C'est un processus qui a été suspendu avec l'accord de toutes les parties parce que il y a d'autres choses à faire en ce moment. Il y a la deuxième partie du procès qui est décidée, le montant de l'amende, et c'est une telle nébuleuse, la Trump Org. On ne sait pas si c'est 100, 200, 300, 400, 500 organisations dans certaines compagnies avec des sources de paiement dans des pays où on paye moins d'impôts, si vous voyez ce que je veux dire, etc. Donc, tout ça a été suspendu, mais le procès continue avec des témoignages aujourd'hui, par exemple, d'un des directeurs de la Deutsche Bank, qui est un des responsables des crédits, très important, un crédit de 125 millions qui a été fait à Trump. Pourquoi c'est au cœur du procès? Parce que l'accusation qui existe contre Trump, c'est le fait qu'il a fait des fausses déclarations de patrimoine en augmentant la valeur de ses biens de manière considérable. On ne vous parle pas ici de 10, 20, 30%, mais de 300, 400, 2000%. Donc il a augmenté la valeur de ses biens pour justifier qu'on lui prête plus d'argent à des taux d'intérêt absolument compétitifs que ni vous ni moi ne pouvons avoir, soyons clairs. Et donc la Deutsche Bank a été parmi ces banques, ces rares banques qui, sur la fin, parce qu'il y avait un énorme doute collectif des banques aux États-Unis sur la vérité de la fortune Trump, mais la Deutsche Bank lui a fait donc un crédit en 2014, il me semble, de 125 millions de dollars. Donc aujourd'hui, le patron de la Deutsche Bank à l'époque a expliqué qu'il s'était basé sur les documents que Trump leur avait fournis. Donc ils avaient limité leur travail de recherche parce que ces documents s'accompagnaient de certifications d'un cabinet indépendant qui en fait était payé par Trump pour compiler les informations et pas pour faire un audit sur les informations. C'est pas la même chose. Et que le point qui est intéressant et qui justifie aussi pourquoi Trump mentait en permanence sur ses déclarations, c'est que une des clauses de ce contrat obligeait à Trump d'avoir une fortune, donc principalement des biens immobiliers, d'une valeur d'au minimum 2,5 milliards. Que s'il descendait cette fortune-là, ça remettait en cause les taux d'intérêt, les conditions du prêt, etc., etc. Et donc, au moment où Trump signe ce contrat, dans la réalité, sa fortune est entre 800 millions de dollars et 1,2 milliard. C'est des sommes considérables, hein, je ne remets pas ça en question, mais ces sommes considérables ne sont pas suffisantes pour garantir
le prêt de la Deutsche Bank, qui est une nécessité parce qu'à ce moment-là, la Trump Organisation a un énorme problème de cash. Il faut du cash, il faut que ce prêt arrive, que ces 125 millions de dollars arrivent sur les comptes. Et donc, il y a cette déclaration de 2,5. Donc ça, on a appris ça hier. Hier, il y a eu le directeur financier de la Trump Org qui est venu témoigner en nous racontant qu'en fait, lui, il validait les informations que au-dessus de lui, on lui passait. Au-dessus de lui, il y avait une seule personne, c'était Trump. Et on est revenu, ce qui l'a rendu fou, j'ai posté le tweet, il a posté ça en plein milieu de la nuit, on est revenu sur de la manière dans le magazine Forbes aux États-Unis, qui chaque année établit le classement des plus grosses fortunes au monde et des plus grosses fortunes aux États-Unis. D'ailleurs, cette année, son Forbes 400, qui est le classement des 400 plus grosses fortunes américaines, Trump ne figure plus dedans, donc ça l'a déjà extrêmement mis en colère, mais surtout Forbes est à l'origine non seulement d'un des doutes sur la fortune Trump, mais de la preuve que Trump savait qu'il mentait. Que ce n'est pas des erreurs. Dire l'accumulation d'erreurs serait déjà extraordinaire, mais que là ce n'est pas une erreur. Et ce premier point, c'est que c'est sur la surface du triplex de Trump à New York. Il a déclaré en gros un appartement de 3000 m², d'un peu plus de 3000 m². Dans la réalité, document signé par Trump à l'appui, au moment de ses déclarations d'impôts, l'appartement n'en fait que 1000, donc 3 fois moins. Et donc, comme du coup, il est valorisé sur le prix au mètre carré, donc lorsqu'on déclare 3 fois plus de mètres carrés, on déclare 3 fois... On affirme avoir 3 fois plus d'argent et donc 3 fois plus de garantie pour la banque qui va lui prêter de l'argent. Et Forbes, lorsqu'ils font leur classement, ils se rendent compte la première fois que Trump leur a donné des mauvaises informations. Et ils communiquent avec Trump par email en leur disant, voilà, il y a une erreur, votre appartement, il ne fait pas 3000 m², il fait 1000. Et ces avertissements ont été volontairement ignorés parce que ça remettait en cause tout le reste. Donc voilà, donc ça c'est hier. Le procès, on me demandait quand est-ce qu'il va terminer. On n'a pas encore de date. Il y a encore plusieurs témoignages de prévus. Et encore une fois, l'ensemble de ces témoignages, ce n'est pas pour décider de la culpabilité ou pas de Donald Trump, c'est pour décider du montant de l'amende qu'il doit payer et des conséquences liées à l'amende. 250 millions de dollars a demandé la procureure. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça peut être beaucoup plus, et que le fait que Trump ne puisse plus Trump, ses fils et la Trump Org ne puissent plus avoir mené de relations économiques avec n'importe quel organisme financier qui est représenté ou installé à New York. Donc en gros, avec la terre entière côté bancaire. Donc ça, c'était pour Trump à New York. Deux mots très rapides, ça s'est joué ce matin. Ça s'est joué. Premier acte s'est joué ce matin sur le remplacement de Kevin McCarthy à la tête de la Chambre des représentants. C'est quand même un vote crucial et qu'il est devenu d'autant plus parce que pour envoyer par exemple de l'argent en Israël, mais pas que, aussi il y a la situation à Taïwan et il y a évidemment l'Ukraine. Il faut que le Congrès puisse se réunir, il faut que la Chambre des représentants puisse se réunir et voter. Donc sans président de la Chambre des représentants, il n'y a pas de vote pour venir, par exemple, en aide en Israël. Donc aujourd'hui, premier acte à huis clos parce que, comme je l'ai écrit, lorsque l'on vote pour des clowns, on obtient un cirque. Et donc le cirque républicain est tel qu'ils avaient décidé de se réunir en huis clos, sans téléphone, etc., pour choisir un candidat. Il y en avait deux. Il y avait Steve Scalise, dont je vous ai parlé il y a une dizaine de jours, qui est un élu ultra-conservateur de la Louisiane, qui a reconnu une forme de paternité avec un des leaders du Ku Klux Klan, donc vous voyez le niveau, qui a soutenu Trump en 2020 dans ses démarches pour rester en place au pouvoir, ce qui est aussi le cas de Jim Jordan, l'autre candidat. Et donc Steve Scalise et Jim Jordan étaient opposés. Jim Jordan avait un soutien massif
massif qui est celui de Donald Trump, et Jim Jordan a perdu. Ce qui confirme, même si ce n'est pas terminé, qui confirme un petit peu cette espèce d'adage que tout ce que touche Trump meurt, et que depuis 2016 et sa victoire électorale, c'est en fait une succession de défaites politiques, Trump. C'est une succession de défaites politiques. Et donc il y a eu ce vote pour savoir quel sera le candidat. Donc Jordan a perdu, Scalise a gagné. Il doit y avoir désormais le véritable vote, un vote ouvert pour le coup, au niveau de la Chambre des représentants, où les démocrates vont présenter leurs candidats, les républicains donc leurs candidats. Ça devait avoir lieu aujourd'hui. Il y a de tels désaccords dans le Parti républicain que c'est fort possible que ça soit repoussé peut-être à demain et dans les jours qui arrivent. On sait que la réalité, c'est que Scalise, surtout ça en premier tour, n'obtiendra pas le bon nombre de voix, que des élus MAGA comme Boebert ont annoncé qu'elle s'en foutait, que en fait Scalise avait été choisie, qu'elle voterait pour Jim Jordan quoi qu'il arrive. Et en termes, donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a toutes les rumeurs en ce moment à Washington qui vont du retour en termes de sauveur de McCarthy, qui a été viré il y a une dizaine de jours pour dire « Ok, j'arrive, je suis ce candidat de l'Union », d'une autre personnalité, on ne sait pas qui, et peut-être même de Trump en tant que président de la Chambre des représentants de manière intérimaire en attendant que tout ce beau monde-là se décide. Donc voilà, donc le cirque continue, je vais continuer à le suivre sur mon compte Blue Sky, sur mon compte X, sur la page Patreon, tout ça, je vous raconte tout ça. Et puis voilà, on arrive au moment MAGA. Alors le moment MAGA, c'est Trump, hier, lors d'un meeting, en train de parler à ses supporters. Vous allez le voir d'ailleurs, un Trump, et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais les attaques sur l'âge de Biden et l'aspect physique de Biden ont énormément diminué, et entre autres dans le camp républicain MAGA de Trump et ses alliés, qui s'en étaient fait des champions jusqu'à cette espèce d'effet boomerang où on s'est dit, mais attendez, Biden a 80 ans, mais Trump en a bientôt 77 au moment du scrutin. Donc on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge et les mêmes problèmes. Et donc vous allez voir ces vidéos où non seulement il a l'air très fatigué, il a du mal à parler, il a du mal à respirer, il est extrême, son visage est recouvert d'une couche encore plus importante que d'habitude de fond de teint. Mais c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est juste de vous faire rire 30 secondes lorsque Trump veut parler du Hamas et confond ça avec le houmous. C'est parti. About today, the Hamas terrorist invasion. I mean, when you think about, and what do you think of Hamas? What do you think? Do you know about Hamas? Ce qu'on disait avec Thomas lorsqu'on a vu la vidéo hier, on dit, ce qu'on trouvait amusant, c'était la manière dont il essaye de garder son cool et de pointer dans la foule, oh ouais, non, Hamas, ouais, etc. Mais bon, c'est pas la première fois, hein, il a déjà fait d'autres discours où il confond les terroristes du Hamas avec le plat à manger qui est du houmous. Enfin bon, voilà, c'était le moment MAGA. Avant de passer... il se maquille au houmous, nous dit Lucie, bravo. Ah, c'est excellent ça, ouais, c'est exactement ça, il se maquille au houmous. Avant de passer à la suite, qui est notre dossier du jour, qui va nous faire moins sourire, Thomas m'a dit qu'il y avait encore Sylvie, merci Sylvie. Pour ta contribution à la chute, c'est apprécié parce qu'en plus Sylvie, tu es aussi sur Patreon à nous aider, donc vraiment merci beaucoup Sylvie, c'est c'est vraiment très apprécié. Pareil Fanny, merci Fanny pour ton soutien. Janie, merci beaucoup encore une fois
Merci de Super Chat Go Shooters. Ouais, nous sommes les shooters. Il faut trouver un nom pour cette communauté, les communautés de la chute. Je sais pas, on verra. Merci Olivier, c'est très généreux. Bravo pour la chute et vos tweets sur X. Votre chaîne YouTube est indispensable. Merci, on compte vraiment la développer, donc c'est très bien. Merci Inès aussi elle nous dit merci pour le travail. Voilà, merci pour votre soutien. Et Nour, encore une fois, qui dit merci d'avoir passé un nous francophone avec ces émissions. Grâce à vous, on n'en perd pas une miette. You rock boys. Ouais, c'est vrai aussi que je me suis rendu compte que, vous me le dites très souvent, qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui du côté francophone. Et je vous l'ai dit, c'était une des raisons pour laquelle on a lancé ce programme-là, c'était vous partager toutes ces informations et vous proposer une analyse un peu plus pointue qu'ailleurs. Hier, lors du space qu'on a fait, alors que c'était en plein milieu de la nuit en Suisse, il y a Christian qui est venu parler, et lorsqu'on réfléchissait à la problématique de comment, en termes de citoyens, on évite le fake news, etc., que ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'on est submergé de fausses nouvelles. Donc on se disait d'un côté, moi en tant que journaliste, en disant voilà, je ne vais pas vous parler de sujets, même si j'ai des opinions pour lesquelles je ne suis pas expert, je ne suis pas un toutologue, contrairement à certains. Et en plus de ça, donc Christian allait plus loin en disant mais c'est peut-être aussi ce que nous devons faire en tant que lecteurs, en termes de citoyens, qui est de se spécialiser dans les sujets qui nous intéressent vraiment. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose, d'intéressant, et deux, qui correspond à la communauté de la chute. Donc merci encore une fois Nour, très heureux de vous proposer ce rendez-vous francophone, et vraiment, encore une fois, on a l'ambition et la volonté de devenir ce premier rendez-vous francophone sur l'élection 2024, sur Trump et sur cette chute qui est la chute de la démocratie. C'est parfait parce que c'est la meilleure des transitions possibles pour la partie suivante, 2025, la dictature Trump. On se retrouve tout de suite. Alors on pourrait parler peut-être de politique fiction. C'est peut-être de la politique fiction. Christian, lui encore hier, expliquait que c'était nécessaire de faire ces projections, et je suis d'accord. Je vais faire cette projection, si on va faire l'exercice qu'on va découvrir ensemble, c'est parce que c'est une manière de vous mettre en garde. Et lorsqu'on utilise le terme de politique fiction, il y a ce côté presque de film d'anticipation, vous voyez, façon Soleil Vert, en se disant peut-être ça arrivera dans 50 ans. Malheureusement, tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est basé sur non seulement des déclarations de Trump et de ses alliés, de deux programmes politiques qui sont en train de façonner Trump et sa future présidence s'il est élu, l'agenda 47, l'agenda 47 et le projet Project 25 et le projet 25, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc tout ce que je vais vous dire est basé sur la réalité. Donc oui, c'est de la politique fiction dans le sens que ce n'est pas encore arrivé. Oui, c'est de la politique fiction parce que ça part du principe que Trump est réélu. Si aujourd'hui, et j'insiste encore là-dessus, si aujourd'hui il me fallait désigner ce qui, à mon avis, gagnerait la présidence, l'élection présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, ça serait Biden et ça serait pas Trump, pour de multiples raisons. On en parlera un de ces jours, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, mais si on part du principe que Trump gagne en 2024 et prend donc le pouvoir en 2025,
tout ce que je vais vous dire, va se passer. Et ce que je vais vous raconter, pour le coup, c'est vraiment la chute de la démocratie américaine et son remplacement par l'installation d'une dictature présidentielle. Donc, je vais vous demander avec moi, c'est pas Marty McFly dans Retour vers le futur, j'ai pas de DeLorean à vous ouvrir la porte, mais je vais vous demander de vous projeter avec moi en novembre 2024, dans presque un an, dans un peu plus d'un an, et l'élection américaine vient de se jouer. Elle vient de se jouer. On sait aujourd'hui que l'élection américaine, avec le système des grands électeurs, vous savez, il en faut 270. Il y a 538 grands électeurs dans le pays. Pour l'emporter, il en faut 270. Dans ce découpage-là, Trump a un avantage, c'est que après le recensement 2020, il y a eu un rééquilibrage, une redistribution du nombre de grands électeurs. Et aujourd'hui, dans la projection que je fais, qui est mon point de départ, c'est une projection qui ne lui aurait pas permis de gagner en 2020, mais qui lui permet de gagner en 2024, parce que certains États qui lui sont acquis, aujourd'hui, ont plus de grands électeurs. D'accord ? C'est vraiment quelque chose à garder en tête, en général, au-delà du sujet, lorsqu'on se projette dans l'élection de 2024. C'est que la carte électorale est plus favorable aux républicains au niveau de l'élection présidentielle, comme l'élection du Sénat, par exemple. D'accord ? Donc, nous sommes le 4 novembre, ou le 5 novembre, le 4 novembre, ça sera l'anniversaire de Cody. Donc, le 4 novembre 2024, et Trump a remporté trois des États clés, des swing states. Il a fait le plein habituel des États qu'il devait gagner et qui lui sont promis en termes de républicains, comme il y a des États promis à Biden. Donc, il a gagné seulement trois des États de ces fameux swing states. Il a gagné l'Arizona, qu'il a perdu de justesse en 2020. Il a gagné la Géorgie, vous savez, la fameuse Géorgie, son appel, les 11 000 voix qui lui manquent, les 11 270. Cette fois-ci, il les a eues. Il a gagné en Géorgie. Et il a gagné au Wisconsin. C'est son chemin électoral le plus rapide. Donc Trump a gagné. Biden a reconnu sa défaite. Nous sommes à la fin 2024. La transition commence. Et le 20 janvier 2025, Trump prête serment à la Constitution en posant publiquement sa main sur la Bible. Et tout le monde, à ce moment-là, sait que ce serment à la Constitution, c'est juste une déclaration, c'est juste une cérémonie, et que ces mots, que sa promesse est vide de sens. On le sait parce que en 2020 et 2021, janvier 2021, le 6 janvier, vous vous en souvenez tous, Trump déjà n'a pas respecté sa promesse de servir la Constitution des États-Unis. On le sait parce que depuis, dans de nombreux meetings et sur des posts sur Truth Social, il a donné des indices que la Constitution, entre autres sur le droit au sol, donc le fait que l'on obtient la citoyenneté lorsque l'on est aux États-Unis, ce qui est le cas de Cody aussi, par exemple, qui est né aux États-Unis, tout cela, il comptait le remettre en cause. Donc on sait que Trump élu, sa promesse à la Constitution, sa promesse de respecter les institutions démocratiques américaines n'ont aucun sens. Ce sont des mots, des coquilles vides. Donc, 20 janvier 2025, Trump devient le 47e président des États-Unis, s'installe à la Maison-Blanche
Et immédiatement commence un programme, dans la première journée, un programme de radicalisation de la politique américaine pour changer profondément la société américaine et ses institutions. La première chose qu'il fait, il rappelle son interprétation et l'interprétation de ses conseillers politiques de l'article 19, de l'article 2 de la Constitution, où il estime que l'article 2 lui donne le pouvoir en termes de président de faire ce qu'il veut. Et du coup, il décide de gouverner par executive order. C'est la photo que vous êtes en train de voir. Ces executive orders qui mettent de côté le processus démocratique parce que du coup, le poids du Congrès, des élus du Congrès, Chambre des représentants et Sénat n'existe plus. C'est Trump, depuis le bureau Oval, qui signe un morceau de papier et donne un ordre. Quels sont ces ordres? Je vais vous montrer une vidéo maintenant. On va regarder une vidéo. Si vous ne la comprenez pas ou ne la comprenez pas bien, ce n'est pas très grave, je vais après vous la résumer. Mais cette vidéo est extrêmement importante. L'homme que vous allez entendre, qui est invité dans un podcast, pro-Trump, s'appelle Mike Davis. Mike Davis, c'est l'ancien assistant de deux juges de la Cour suprême. D'accord? C'est quelqu'un qui est devenu extrêmement clé dans l'entourage de Trump aujourd'hui, qui a des prétentions à faire partie du cabinet Trump. Il aimerait avoir le poste de ministre de la Justice. Je pense que ce serait un autre, mais il va nous expliquer ce qu'il ferait s'il était ministre de la Justice, où il est prêt à faire tout ce qui est moralement répréhensible et le faire dans les 15 premiers jours de la présidence Trump. En échange, il le dit, de recevoir un pardon de Trump. Donc il est prêt à commettre des fautes graves. C'est dit aujourd'hui, nous sommes en 2023, d'accord, de commettre des fautes graves au nom de Trump en échange d'un pardon. D'accord? Et ce Mike Davis, aujourd'hui, son travail au sein d'un groupe qui s'appelle Article 3, il me semble, son travail aujourd'hui, c'est de préparer des jeunes magistrats loyaux à Trump, d'extrême droite, pour que lorsque Trump redevienne président, Trump nomme ces juges-là à vie, comme on vient de le voir lorsque sa dernière nomination, lorsqu'il était président en 2020, ça a été de nommer la juge Cannon. C'est une fonction qui est devenue une juge fédérale, une fonction à vie, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est une magistrate qui est jeune, donc qui va rester pendant peut-être 30 ou 40 ans à son poste. Et donc le travail aujourd'hui de Davis, c'est de préparer des juges encore plus jeunes, encore plus radicaux, encore plus extrémistes que la juge Cannon, qui jure fidélité à Trump pour pouvoir les mettre en place une fois que Trump sera élu. Donc voilà, c'était l'introduction. On regarde la vidéo et je vous raconte après. Mike, I've never called for lava to rain down from the heavens, but maybe upon Washington, D.C. Would you be that sweet red hot lava for us? I've never been called sweet, and you call me Sweet Ginger. So I think I'm in, Ben. During my 3-week reign of terror as Trump acting attorney general, before I get chased out of town with my Trump pardon, I will rain hell on Washington, D.C. We've talked about this, Ben. I have 5 lists ready to go, and they're growing. List number 1, we're going to fire. We're going to fire a lot of people in the executive branch and the deep state. Number 2, we're going to indict. We're going to indict Joe Biden and Hunter Biden and James Biden and every other scumball, sleazeball Biden, except for the 5-year-old granddaughter who they refused to acknowledge for 5 years until the political pressure got to Joe Biden. Number 3, we're going to deport. We're going to deport a lot of people, 10 million people and growing, anchor babies, their parents, their grandparents. We're going to put kids in cages. It's going to be glorious. We're going to detain a lot of people in the D.C. Gulag and Gitmo. And list number 5, I'm going to recommend a lot of pardons. Every January 6th,
defendants is going to get a pardon, especially my hero Hornman. He is definitely at the top of the pardon list. We actually went out and have some upcoming content with Jacob Chansley. We did a podcast interview with him. Went out into the desert. We wanted to learn about shamanism, so we went out into the desert with him. We'll be releasing that video pretty soon, actually, and I think you'll like it quite a bit, Mike. Je voulais que vous voyiez cette vidéo, non seulement pour ce que dit Mike Davis, mais je me suis dit, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez être sensible, et je vois que ça a été le cas dans le chat, vous allez être sensible aux éléments de langage corporel, et de voir que ces personnes-là sont en train de décrire un programme en 5 points qui est absolument cauchemardesque et qui aura des effets sur des millions de vies, tout ça avec le sourire, c'est encore plus effrayant. Et je vois aussi que c'est un sujet qui est extrêmement angoissant. J'aime pas être anxiogène, je vous l'ai déjà dit, et vous verrez, on va terminer sur une note positive. Et donc, pour revenir sur la déclaration de Davis, qui donc explique ce qu'il ferait en versant la lave sur Washington, il y a une partie qui est évidemment de s'attaquer à l'immigration, et ce qui est complètement fou dans l'escalade aujourd'hui du discours des pro-Trump dans leur volonté de mettre en place différents programmes pour 2025, c'est non seulement s'attaquer à l'immigration clandestine, mais aussi à l'immigration légale. Et donc, le sourire aux lèvres, avec un certain plaisir dans la voix, Mike Davis raconte qu'il compte expulser Manu Militari. Et lorsque je dis Manu Militari, ça fait partie du plan de Trump d'utiliser un texte qui est le Alien, je vais pas dire une bêtise, le Alien Enemies Act, donc un vieux texte de loi pour mettre dehors, en utilisant l'armée, en plus le mot américain c'est deport, donc de déporter cette dizaine de millions de personnes, pas simplement les immigrés clandestins, mais ce qu'on appelle les anchor babies, donc des descendants d'immigrés qui sont nés sur le sol américain, donc qui ont obtenu, grâce au droit du sol, la nationalité américaine, et il se réjouit donc de les mettre dehors, eux, leurs parents, leurs grands-parents, et aussi de retourner à un programme encore plus actif de mettre, Thomas vous montre les photos, des enfants en cage. Et aujourd'hui, mettre des enfants en cage, c'est séparer les familles, c'est un programme politique. Et au-delà de Trump 2025, cette contamination du mal et cette espèce de surenchère verbale a gagné l'ensemble du Parti républicain. Lorsqu'on regarde le dernier débat pour la candidature, DeSantis, le gouverneur de Floride, qui s'est déjà illustré avec envoyer des officiels ou des gens qui travaillent pour lui, les envoyer au Texas, hein, c'est pas à côté de la Floride, et les faire embarquer dans des bus pour en fait aller les drop dans des États démocrates. Il y a déjà ce comportement, mais DeSantis a précisé que lui, s'il était élu, il autoriserait les gardes-frontières à tirer à vue. Donc dès que quelqu'un traverserait la frontière de manière illégale, il aurait le droit d'être exécuté sur place sans autre forme de procès, que ce soit un réfugié politique ou pas. Et d'ailleurs, cette volonté affirmée dans les mots de tuer du monde, on la retrouve aussi chez Trump, qui a expliqué il y a quelques jours, donc c'est assez ironique pour quelqu'un qui est
inculpé 4 fois et avec 91 chefs d'inculpation, il expliquait que le jour où il redeviendra président, il donnera l'autorisation aux forces de l'ordre de tirer à vue et donc de tuer quelqu'un qui ira voler dans un supermarché, qui ira voler un vêtement ou quoi que ce soit, il aura le droit de tuer. Donc il y a cette fascination pour une forme d'autoritarisme extrêmement important. Donc Mac Davis explique qu'il y a tout ce programme-là. Je vais vous expliquer comment c'est une réalité. Lorsque aujourd'hui on va consulter les déclarations de Trump, mais aussi les parties de son programme qui sont déjà publiées ou qui sont préparées à l'heure actuelle par des associations proches de Trump, il y a donc cette volonté d'expulser massivement des étrangers et leurs familles, de revoir les conditions de la légalité de leur immigration, de revoir le fameux droit du sol, donc pour le limiter, et de séparer les familles et d'enfermer donc les enfants en cage, et d'utiliser l'armée pour mener des convois jusqu'aux frontières et d'expulser ces étrangers-là vers le Mexique, même s'ils ne viennent pas forcément du Mexique, ce qui en plus crée une crise internationale assez intéressante. Un des autres points, c'est d'avoir transformé les coupables, les responsables, qu'ils soient part de milices militaires façon Proud Boys ou simplement des pro-Trump qui sont rentrés de force dans le Capitole et ont détruit du mobilier et attaqué des policiers, de les avoir transformés en prisonniers politiques. Donc une des promesses, c'est de les gracier tous les prisonniers, ce qu'appellent les prisonniers politiques, donc tous les prisonniers par rapport au 6 janvier. Et on le sait que ça a été une des raisons pour laquelle les Proud Boys, lorsqu'il y a eu ces procès, ces condamnations à long terme, il y a quelques semaines, ont refusé la plupart du temps de collaborer avec le gouvernement américain, y compris lorsqu'on leur posait la question de savoir est-ce qu'il y a eu des relations entre les Proud Boys et la Maison-Blanche pour préparer le 6 janvier, parce qu'ils ont cet espoir que si Trump est à nouveau président, ils seront graciés. Un des autres aspects de Trump dictature, c'est l'utilisation de la loi pour inculper et emprisonner ses ennemis politiques. Là, on vous parlait de l'ensemble des Biden, comme pendant souvent on vous a dit que c'était l'ensemble des Clinton. Donc les Clinton ennemis de l'Amérique, c'est un thème qui est un petit peu éculé. Donc maintenant on est dans Biden ennemi de l'Amérique, Biden contrôlé par Obama ennemi de l'Amérique. Et donc il y a cette volonté d'utiliser l'appareil judiciaire pour inculper, emprisonner et punir. Et lorsqu'on va voir dans les déclarations de Trump, encore une fois, et dans ses messages et dans les textes qui sont préparés à l'heure actuelle pour que cette transition vers une dictature soit quasi immédiate, on se rend compte que, par exemple, c'est envoyer des prisonniers politiques à Guantanamo, c'est de créer ce que Mac Davis, dans d'autres textes, appelle un goulag à Washington. Et du côté de Trump, c'est de punir ses ennemis politiques et se venger d'eux, très souvent, y compris jusqu'à la peine capitale. On l'a vu ces derniers temps, il s'est attaqué à différentes personnalités, dont le général Milley, qui était son chef d'état-major, en expliquant que comme il avait d'une certaine manière désobéi à Trump et affirmé son indépendance, il méritait la mort. Donc il y a cette volonté de punir les ennemis politiques, et je vais vous raconter jusqu'où vont ces ennemis politiques, et de les condamner à mort,
avec Trump, pour la petite histoire, il a déjà annoncé lorsqu'il était président, le retour de la peine de mort aux États-Unis. C'est déjà le cas dans un ou deux États, mais le retour de la peine de mort par exécution, par un peloton d'exécution, donc un firing squad, qu'on tire dessus, qui est vraiment un acte politique extrêmement fort, hein, les opposants contre un mur, et on leur tire dessus. Et lorsqu'on parle des Biden, etc., ça va encore plus loin. Tout à l'heure, je vous raconterai qui sera en charge de ce programme et comment et pourquoi. C'est au-delà des personnalités politiques qui sont non seulement une menace, mais sur lequel Trump va se venger, parce qu'un deuxième mandat de Trump, il faut que vous compreniez, c'est ça, son deuxième mandat aura deux centres d'intérêt pour lui à titre personnel. Un, éviter la prison, parce qu'il sera protégé par la présidence, et deux, se venger de toutes ces personnes qu'il estime aujourd'hui l'ont trahi. Et donc les ennemis politiques aujourd'hui de Trump, ce sont évidemment les personnalités démocrates qu'il cite en permanence, mais ce sont aussi les républicains comme Liz Cheney et comme d'autres, les fameuses qu'il appelle Rhino, les républicains in name only, donc qui sont les républicains qui ne lui apportent pas un soutien massif et sans question. Un soutien qui n'est pas celui d'une Marjorie Taylor Greene qui est prête à tout, même voter pour lui s'il était en prison. Et donc toutes ces personnes où Trump estime qu'ils n'ont pas été fidèles à ses engagements et ne lui répondent pas ou ont indiqué une forme d'opposition, Trump utilisera le département de la justice pour les poursuivre et les faire emprisonner. Idem pour la presse. La presse, excuse-moi pour le micro Thomas, la presse ennemie du peuple. Donc la presse, lorsqu'on va lire les 900 pages du programme du Project 25, la presse est nommément citée comme étant une des entités qu'il faudra poursuivre. Donc, lorsqu'il va y avoir cette chasse aux opposants, dans le même esprit, supprimer les syndicats. On l'a vu actuellement avec la grève dans l'automobile, Trump est opposé aux syndicats. Il est opposé à toute forme de contre-pouvoir. Et un syndicat est un contre-pouvoir. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, évidemment, tout un pan économique à cette dictature de Trump. Et le pan économique, vous allez vite comprendre, c'est qui va en supporter les frais. Il y a cette volonté de ce qu'on appelle d'imposer des tarifs, qui est une surtaxe à tous les produits importés, pour démontrer qu'on est America First. Et donc cette surtaxe de 10%, dans la réalité, qui serait systématique pour tous les produits qui viennent de l'étranger, c'est le consommateur qui en fait les frais, c'est le cas de le dire, et on estime que le plan Trump engendrerait un surplus d'inflation et un surplus de 300 milliards de dollars pour le consommateur américain. Mais peu importe, parce que tout ça serait contrebalancé par des baisses d'impôts, mais pas des baisses d'impôts au niveau des citoyens, des baisses d'impôts au niveau des entreprises et des Américains les plus riches. Mais cette volonté donc d'imposer une dictature présidentielle où Trump aurait tout pouvoir et déciderait d'avancer par executive order, donc s'attaquerait à l'immigration, s'attaquerait aux ennemis politiques, aux défenseurs de la démocratie. Il y aurait aussi une volonté, et on rentre vraiment encore une fois dans l'idée de contrôler l'opposition, de museler l'opposition. Donc une utilisation massive, on l'a vu vers la fin de son mandat, de la garde nationale. De la garde nationale, mais aussi de groupes militaires qui appartiennent au Department of Homeland Security, un petit peu comme Poutine fait avec Wagner, le même modèle
qui serait donc pas l'armée américaine, parce que l'armée américaine a prêté serment à la Constitution et pas serment au président, et donc d'utiliser ce recours à la force de manière systématique. Ça veut dire quoi de manière systématique? Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il y aurait des manifestations contre Trump, contre une décision prise par Trump, on l'a vu tout au long de sa présidence, même si les autorités de la ville, le maire de la ville, le gouverneur de l'État, refusent l'aide de la garde nationale, Trump enverrait la troupe, enverrait la garde nationale pour mettre fin à des manifestations. On l'a vu, c'est ce qu'il a essayé de faire à New York, c'est ce qu'il a essayé de faire dans d'autres villes en 2020 suite à la mort de George Floyd, qui a été un épisode important dans la course présidentielle pour 2020. Et avec ça, on sait, c'est la porte ouverte à tous les excès, aux excès sur le terrain, mais aussi les excès à Washington au niveau de la Maison-Blanche, de décider, de dire, tiens, par exemple, en Californie, il y a un gouverneur qui nous embête, qui est le gouverneur Newsom, qui est un opposant politique extrêmement fort, utilisant n'importe quel prétexte pour essayer de reprendre un contrôle militaire d'une partie de Los Angeles, par exemple, une partie de Sacramento. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, au-delà de cette utilisation de l'armée, il y a toute une partie de l'agenda qui est utilisée contre, je vous disais, les ennemis politiques. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention aux mots que l'on utilise. Aujourd'hui, les pro-Trump, ceux qui préparent ce programme-là, parce que, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas de la politique fiction. Tout ce programme-là, tout ce que je suis en train de vous raconter, on va rentrer dans le détail après, est actuellement discuté, préparé et écrit pour que Trump ait tout à disposition au jour 1 de son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025. D'accord? C'est pas juste de la conjoncture, c'est des informations concrètes. Et donc, ils ont pris ce terme, et si vous allez voir, depuis 1 an et demi, ce terme est utilisé pour tout et n'importe quoi, qui est le terme de woke, pour désigner les ennemis de Trump. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, Trump l'a dit dernièrement lorsqu'il était en Californie, il y a la volonté de s'attaquer à tout ce qui touche les minorités sexuelles, les LGBTQ+, et entre autres, tout ce qui touche au changement de genre. Et par rapport à ça, il y a dans le projet 25 et dans l'agenda 47, qui sont 2 documents écrits, une utilisation du FBI pour non seulement poursuivre les familles qui auraient recours à tout ce qui est manière de changer de genre pour leurs enfants, mais aussi utiliser le FBI pour poursuivre les hôpitaux, pour poursuivre les médecins. Pas les poursuivre en plus dans un cadre, ce qui est déjà fou, dans un cadre d'une loi, mais les poursuivre dans le cadre de lois qui existent en les accusant de abus sur enfants et trafic d'enfants. Parce que dans certains États, c'est interdit. Par exemple, si on habite au Texas, on ne peut plus rien faire par rapport à ça. Donc, il y a des habitants du Texas qui vont aller dans d'autres États pour avoir accès à des traitements. Et donc, les parents et les médecins seraient accusés de child trafficking, donc de trafic d'enfants. Vous savez, on rejoint depuis des années, on nous prépare QAnon, Trump, etc., sur la pédophilie, etc. Et donc, c'est d'utiliser ces lois pour accuser les médecins et les parents d'actes de pédophilie, donc de se retrouver avec des peines de prison à long terme. Et cet aspect-là, on peut l'étendre, là je vous parlais des transgenres, mais on peut l'étendre également à tout ce qui est lié à l'avortement et aux questions de contraception.
l'ultra-droite américaine, comme l'extrême droite en Europe, est fascinée par cette théorie de la conspiration qu'est le grand remplacement. Et donc, dans le cadre du grand remplacement, pour éviter d'être remplacé par des minorités religieuses ou ethniques, il faut que les blancs chrétiens, donc on est en plein dans du nationalisme chrétien, fassent des enfants. Et donc, il faut interdire l'avortement et limiter et interdire des moyens de contraception. Et lorsqu'on va lire le programme sur le département de la santé, on se rend compte que c'est une des priorités si demain Trump était élu. C'est-à-dire utiliser le département de la santé, pas pour soigner, mais pour s'assurer que les Américains n'aient plus accès à tous ces moyens de contraception et utiliser, encore une fois, un bras armé qui serait le département de la justice, un département de la justice évidemment aux ordres, c'est la définition même pour Trump, c'est son ministre de la justice doit l'écouter, c'est ce qu'a fait Bill Barr pendant un certain moment, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il allait devenir complice d'un coup d'État et il a donné sa démission, mais en tout cas, tout ça est prévu dans ce programme-là. Alors on va faire une pause d'1 seconde et je vais vous expliquer comment Trump compte réussir à appliquer tout ça. En 2016, Trump avait déjà fait des promesses assez folles, comme par exemple ce qu'on a appelé le Muslim ban, donc d'interdire l'accès aux États-Unis aux musulmans. Son principal problème, le ban a été rejeté par la justice, c'est que en fait, Trump s'est retrouvé avec une opposition au sein de l'administration, donc l'administration politique américaine. Les premières oppositions de personnes qui ont refusé de passer ces lois et qui ont poursuivi le gouvernement américain sont venues de rangs du département de la justice et d'employés gouvernementaux qui sont en place, quelle que soit la présidence, pour s'assurer que le pays continue à fonctionner. Chaque président, en gros, lorsqu'il prend la place, il a cette espèce de privilège non écrit de remplacer dans les positions clés, de mettre des personnes qui sont là pour appliquer sa politique. En gros, entre 2 et 4 000 fonctionnaires qui sont remplacés, mais des gens à des positions clés. Trump, tout au long de sa présidence, et ça a été aussi le cas en 2020, je vais vous raconter ça tout de suite, s'est retrouvé face à une opposition au sein de son administration, donc d'employés gouvernementaux qui ont, contre vent et marée, souvent ce sont des anonymes d'ailleurs, contre vent et marée, au nom de la démocratie, se sont opposés au choix politique de Trump. Un des exemples, lorsqu'on vient en 2020, c'est que on est donc cette fois-ci en 2021. Trump est en train de préparer le 6 janvier. Il se base sur les fameux mémos de différents avocats, dont Eastman, et les conseils d'un employé du département de la justice qui s'appelle Jeffrey Clark. Aujourd'hui, Jeffrey Clark fait partie des co-inculpés de Trump avec le DOJ parce que c'est lui, entre autres, c'est un de ceux qui a mis en avant tout le schéma des grands électeurs. Et Clark est un pro-Trump. Il n'y a aucune information, il y a eu des enquêtes qui va dans le sens
d'une fraude électorale, mais Clark, lui, est prêt à, s'il devient ministre de la Justice pour remplacer Bill Barr, il est prêt à faire fi de toutes ces enquêtes-là et de déclarer Trump vainqueur et de tout faire pour aider Trump à devenir président. Trump souhaite, il y a même un mémo qui existe, qui n'a jamais été signé, je vais vous raconter pourquoi il n'a jamais été signé. Trump est prêt à nommer comme ministre de la Justice cet homme qui est prêt à tout pour lui, et c'est l'ensemble des procureurs au niveau fédéral des États-Unis qui informent la Maison-Blanche que si Clark est nommé, tout le monde va démissionner. Et que donc Trump se retrouvera face à un scandale majeur, une crise politique, peut-être même une espèce d'humiliation, où tout le ministère de la Justice démissionne. D'accord ? Et donc c'est pour ça que le mémo n'a jamais été signé par Trump et que Clark n'est pas devenu ministre de la Justice aux ordres de Trump. Pourquoi c'est important ? Parce que ce point-là est le cœur de l'installation d'une dictature aux États-Unis. Si Trump veut réussir, il doit remplacer au premier jour l'ensemble de ces fonctionnaires qui, quelle que soit la couleur politique, habités par la volonté de, eux, défendre la Constitution et la démocratie américaine, s'opposeraient à sa volonté de, par exemple, légiférer uniquement par executive order ou, par exemple, utiliser l'armée ou la garde nationale ou transformer certaines lois. Et donc, ça fait depuis 2018, suite au camouflet sur le Muslim ban, que au sein des fidèles de Trump et de l'extrême droite américaine, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. La première chose qui a été faite, en fait, elle a déjà été faite par Trump, c'est le dernier executive order qu'il a signé en octobre 2020, qui est une réforme, ce qu'on appelle le Schedule F. Le Schedule F, c'est le texte de loi qui protège tous ces employés gouvernementaux sur le fait qu'on ne peut pas les virer sans aucune motivation. Parce que là, on comprend bien, la motivation est uniquement politique. Et donc, ces gens-là sont protégés. Et Trump, juste avant de partir de la Maison-Blanche, parce qu'il avait besoin de reprendre le pouvoir pour rester en place, il signe cet executive order qui remet en question donc le statut de tous les fonctionnaires aux États-Unis et le fait que sur une décision du président, ils peuvent être virés comme ça. S'ils refusent de suivre les ordres, s'ils refusent d'exécuter la politique présidentielle, s'ils se réfèrent à la Constitution, ils peuvent être virés comme ça. Évidemment, une des premières choses que fait Biden au moment où il arrive à la Maison-Blanche, c'est de remettre en question ce Schedule F. Et donc ce Schedule F est aujourd'hui au cœur des réflexions de l'entourage de Trump. Et au cœur de ce fameux projet 25, le Project 25, vous pouvez aller voir sur Internet, l'ensemble du programme est là, qui dit voilà, comment faire pour supprimer cette opposition de l'intérieur et être prêt. Et donc c'est la naissance d'un plan radical, extrêmement dangereux, dans l'entourage de Trump. Je vous en parle tout de suite. Le
Merci d'être si nombreux. Hein. Thomas vient de me communiquer les chiffres, c'est vraiment phénoménal. Merci de nous suivre sur X si vous nous regardez sur X, et surtout merci d'être sur YouTube. Si vous nous regardez sur X, venez donc nous voir sur YouTube. Il y a le lien dans mes comptes Twitter, c'est facile. Hein. Vous tapez La Chute, William Raymond ou WR Podcast, et vous arrivez jusqu'à nous et vous profitez de cette communauté dont je vois passer les messages assez abasourdis par ce que je suis en train de vous raconter. Et donc le projet 25, on va revenir sur ça, la manière dont Trump va faire passer ce projet, a prévu une extension de ce document, qui serait le premier document, donc le Schedule F, signé par Trump, et qui lui donnerait droit de vie ou de mort sur tous ses employés gouvernementaux, qui, en gros, le terme a été utilisé, serait une purge, serait le départ d'une purge qui passerait par le renvoi immédiat de 10 000 fonctionnaires américains pour s'assurer de leur remplacement par des fonctionnaires pro-Trump. C'est la même manière, et vous allez voir encore plus, et c'est la même manière dont le nazisme, avant d'être une force militaire d'expansion, et puis après un régime de la solution finale, c'est la même manière dont d'abord le nazisme a été une force administrative. C'est-à-dire que lorsque Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir suite à des élections, comme Trump est arrivé démocratiquement au pouvoir en 2025, il y a eu cette volonté de reprendre le contrôle de l'administration. Et donc, lorsque je vous parle de volonté, je devrais dire aussi organisation. Pour virer 10 000 personnes, 10 000 personnes qui font marcher les États-Unis, hein, que ce soit dans les programmes sociaux, que ce soit pour toutes les questions d'environnement, que d'ailleurs Trump veut laisser complètement tomber en disant on est à fond dans l'énergie fossile, que ce soit dans ce qui est l'éducation, dans la justice, dans le renseignement, on va en parler aussi, ou dans la santé et dans la justice. Donc Trump, j'ai dû me répéter, Trump a besoin donc de virer ces 10 000 personnes et remplacer par 10 000 employés aux ordres qui ne remettront pas en cause jamais la question de Trump. Et lorsque je vous parle d'organisation, c'est que ce remplacement, la seule manière dont il puisse se faire du jour au lendemain, c'est d'être déjà prêt. Et actuellement, là, maintenant, aujourd'hui, hier, demain, des associations pro-Trump ont commencé à créer des bases de données. Des bases de données qui contiennent les noms de personnes qui ont, après des séances d'entraînement, de training, des séminaires, ont prêté allégeance à Trump. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Ces programmes existent en ce moment aux États-Unis, au sein de groupes, dont le Project 25, proche de Trump, pour lui permettre d'installer une dictature au jour 1 de sa prochaine présidence, s'il est élu en 2024. Et donc, ces gens-là auraient pour vocation immédiate de remplacer les employés de l'administration américaine en place aujourd'hui. Donc, base de données, il y a une autre base de données, je ne vous en ai pas parlé, il y a une autre base de données qui est aussi mise en cours. Tout à l'heure, mise à jour, lorsqu'on parlait tout à l'heure d'ennemis de Trump, que ce soit dans la presse, dans les syndicats ou dans les politiques, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a aussi la constitution actuelle de cette base de données d'ennemis. Une base de données qui sera partagée département de la justice dès que Trump en aura les clés.
Et un des aspects les plus troublants de cet aspect, de cet élément-là, c'est que Ginny Thomas, la femme du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, est en charge de la gestion de cette base de données des ennemis de Trump à Washington. D'accord ? Mais revenons sur l'autre, sur la base de données des 10 000 pro-Trump qui infiltreraient l'administration américaine pour mettre sur pied sa politique et ses plans, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on n'est pas certain que Trump réussisse à avoir ces 10 000 noms. Mais il y a des fidèles à lui, dont Kash Patel, dont on va parler tout à l'heure, Kash Patel, qui a dit « c'est pas grave si on n'en a pas 10 000 ». En fait, on va gouverner par la peur. Gouverner par la peur, c'est, encore une fois, on en revient à la montée du nazisme en Allemagne, c'est virer, pas 10 000 personnes, mais peut-être en virer 2 000, 3 000, 4 000, de telle sorte que la plupart des employés soient terrifiés d'être dans le prochain wagon et que du coup, ils acceptent de se plier aux exigences de Trump. Donc ça, c'est une réalité menée aujourd'hui par The Project 25. C'est une réalité. Cette base de données est en cours de réalisation et ces séminaires d'entraînement pour devenir des fonctionnaires aux ordres ont lieu. Non, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision, on nous parle de l'âge de Biden, on fait un petit peu sur les excès verbaux de Trump, mais on oublie tout ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cette émission. Je voulais vous démontrer ce qui est en train de se préparer. Parce que le plus fou, il est là. Le plus fou, il est là. C'est que personne ne pourra dire « on ne savait pas ». Il y a des voix, dans la mienne, tout petite, qui ont dit « regardez ce qui est en train de se passer » et tout est en train de se passer devant nos yeux. Je vous parlais de Kash Patel, par exemple. Kash Patel, c'est un personnage formidable. Ici, formidable n'est pas utilisé dans le sens positif du terme. Kash Patel, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il est l'exemple de ce que Trump demande autour de lui. En 2016, Patel, c'est un assistant parlementaire. Un assistant parlementaire. Il est à la Maison-Blanche, il est au Congrès, et il aide David Nunes, qui est le gars qui aujourd'hui est en charge de Truth Social, il aide à écrire un mémo qui présente Trump comme une victime d'une volonté de la CIA et du FBI de lui faire tomber. Donc Trump, bien sûr, il a ce document qui va dans le sens de sa victimisation permanente, de ta théorie du complot. Il adore ça, il remarque Patel, et Patel arrive à son service avec cette fascination pour le renseignement. Et Trump a un but, c'est de détruire ces agences-là. Ce qu'il appelle, c'est un terme porteur, le Deep State. La réalité, c'est que la volonté de Trump à partir de 2016, et il n'a pas réussi, c'est de détruire tous les organismes, dont le FBI, qui sera en mesure d'enquêter sur ces malversations, qu'elles soient politiques ou financières. Donc l'idée de Trump, c'est de se dire, ok, pour ne pas être emmerdé, c'est très simple. Il faut détruire les gens qui peuvent enquêter sur moi. Donc c'est pour ça qu'il attaque le FBI en permanence. Et Patel, au sein de la Maison-Blanche, va devenir ça. Trump essaye d'imposer Patel à Bill Barr, et Bill Barr a cette phrase en disant, mais si Patel doit arriver au FBI, il faudra qu'il me tue d'abord et qu'il me passe au-dessus. Je pense que Patel l'aurait fait, d'accord ? Pour vous montrer aujourd'hui l'importance de Patel, au sein de cette mouvance, cette radicalisation et cette volonté de glisser vers une dictature, mais comment il est devenu clé à Trump ? Je ne sais pas si on les a, Thomas. Patel est aussi devenu l'auteur de livres pour enfants
Donc le premier a été un énorme succès, qui est donc le complot contre le roi. Le roi, c'est Donald Trump. Donc si vous êtes si vous nous écoutez, non, X, il y a aussi les vidéos, parce que ce qui est très pratique avec ces émissions sur YouTube, c'est que vous avez toute la recherche iconographique qui a été faite par Collie, et donc on voit la couverture, Trump en roi, Patel derrière en magicien, et en méchante reine, Hillary Clinton. Et donc c'est une révision faite pour les enfants de l'affaire Clinton, les emails, puis après de l'affaire Mueller. Il n'est pas le seul à faire des livres pour enfants. Faire sombrer les enfants du côté de la force, pas du côté de la force, mais de dark side, du côté sombre de la force, c'est vraiment une volonté de Trump, c'est d'essayer de recruter le plus tôt. On l'a vu, encore une fois, je suis désolé, c'est mon point Godwin, mais on l'a vu avec aussi l'hitlérisme et d'autres formes de dictature où c'est important, on l'a vu avec les Khmers rouges, c'est important de recruter très tôt et comme dans une secte, d'embrigader très tôt les enfants. Donc il y a ces livres-là qui ont été, il y a eu un deuxième volume consacré à l'élection de 2020. Donc voilà, succès, avec cette fois-ci Biden en roi endormi derrière Trump en super-héros. Et ce sont des livres qui ont été non seulement mis en avant par Trump, mais Trump a expliqué que s'il devenait président, son souhait, c'était que ces livres, les livres de Patel et d'autres, il y a d'autres auteurs qui font exactement la même chose, se retrouvent dans les écoles. D'accord ? Dans chaque école, pour chaque enfant américain, et ce sentiment, ce culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est un élément clé, c'est un élément clé de toutes les dictatures aussi. D'accord ? Donc, Patel est en charge de ça, mais Patel est celui qui aussi, aujourd'hui, a décidé de anticiper cette arrivée de Trump et d'utiliser des dons, de l'argent, non seulement pour son enrichissement personnel, qui aurait pu être le sujet de l'émission aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, d'utiliser des dons pour, par exemple, poursuivre les journalistes qui s'opposent à Trump. Pas poursuivre les rédactions qui ont de l'argent, mais essayer d'identifier les journalistes indépendants et les poursuivre, même si ça ne mène à rien, simplement pour les handicaper et pour les forcer à payer une défense. Donc c'est ce que fait Patel. Et Patel, c'est lui qui a créé pour Trump une liste de journalistes ennemis à qui il faudra faire payer le prix lorsque Trump sera élu. La volonté de Trump, c'est de nommer Patel à la tête d'une agence, une nouvelle agence de renseignement, qui soit ni la CIA ni le FBI, mais qui soit une forme cumulée. Pourquoi cumulée ? Parce que ça permettra d'avoir une influence à l'extérieur, qui est le rôle de la CIA, qui n'a pas le droit, la CIA n'a pas le droit d'enquêter sur les États-Unis, d'agir sur le territoire américain, mais simplement à l'extérieur. Et le FBI qui est exactement le contraire, qui travaille sur le territoire américain. Et donc, de créer cette agence qui marie les deux, de mettre Patel à la charge, non seulement influence à l'extérieur, mais aussi ce qui permettra d'utiliser l'agence sur le territoire américain pour augmenter la surveillance des citoyens américains, augmenter les poursuites contre les ennemis de Trump, ennemis au sens... Il n'y a pas de définition là, il n'y a pas de définition. Aujourd'hui, je suis un ennemi de Trump, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de définition. C'est poursuivre les opposants au régime de Trump. Et donc, Patel serait en charge de ça. Et donc, on aurait aussi Jeffrey Clark, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au ministre de la Justice. Et évidemment, je voudrais conclure... Oh là là, aujourd'hui, j'ai des gros problèmes avec le micro. Excuse-moi, Thomas. Excusez-moi, ça ne va pas être très agréable. Je voudrais conclure sur cet aspect-là. C'est que, évidemment, cette volonté
d'imposer Trump en dictateur qui n'a plus aucun garde-fou parce que tout le monde aurait été viré et remplacé par des fidèles, aura des conséquences pour les États-Unis évidentes, mais des conséquences pour le reste du monde. Parce que Trump, en 2025, c'est un affaiblissement de l'axe entre l'Europe et les États-Unis. C'est un renforcement de Poutine. C'est le positionnement des États-Unis vers de nouveaux alliés qui vont aujourd'hui contre les valeurs démocratiques qui nous sont communes. Donc, si Trump est réélu en 2025, il y a aussi cette dimension-là. Donc, encore une fois, on était dans la politique fiction qui part du prétexte que Trump est élu en 2025. Mais tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, et j'ai essayé de le faire de manière assez rapide, tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui est documenté. C'est une réalité. Les bases de données, l'utilisation de l'armée, les enfants d'immigrés en cage, les expulsions massives, la garde nationale, la limitation des moyens de contraception, la fin des syndicats, la fin des aides publiques, la fin de tout ce qui est politique environnementale, tout ça est prévu dans le programme de Trump pour 2025. Alors c'est quoi l'espoir dans ça? L'espoir, c'est que déjà le peuple américain, au-delà des étiquettes démocrates comme républicaines, est attaché à la démocratie. On l'a vu en 2020, où malgré un score historique de Trump, il y a eu encore un score encore plus grand historique de Biden. Les gens sont venus voter par Biden pas aussi massivement, pas parce que c'était Biden ou parce qu'ils sont des démocrates, mais parce qu'ils sont attachés aux idéaux démocratiques. Et ça va être un enjeu de cette campagne. Expliquer aux gens que s'ils ne vont pas voter, le risque, c'est d'avoir tout ce que je vous ai raconté. L'autre espoir, de manière assez ironique, il vient du départ à la retraite. C'est un tweet que je vous ai partagé, on va regarder la vidéo ensemble. Départ à la retraite du général Milley, donc Milley, le chef, l'ancien chef d'état-major américain, qui était déjà là sous Trump, qui a tout fait pour empêcher qu'il y ait un accident nucléaire pendant la présidence Trump, qui a protégé les institutions américaines lorsque Trump avait décidé de les utiliser pour lui et pour rester en place, et sous forme à la fois d'avertissement, mais aussi de messages à ses successeurs, Milley a dit ça. To a country. We don't take an oath to a tribe. We don't take an oath to a religion. We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that it's America, and we're willing to die to protect it. Every soldier, sailor, airman, Marine, Guardian, and Coast Guardsman, each of us commits our very life to protect and defend that document, regardless of personal price. Voilà, donc Milley a défini l'armée comme gardien de l'institution démocratique, dans un message très très clair sur le Trump de 2016-2020 comme ce que pourrait être le Trump de 2025, 2028-29, en expliquant que il ne prêtait pas, qu'en tant que militaire, que l'armée des États-Unis ne prêtait pas serment à un apprenti dictateur. Et aujourd'hui, l'enjeu de la campagne qui arrive, qu'on compte vous raconter dans La Chute plusieurs fois par semaine,
c'est d'empêcher que cet apprenti dictateur devienne un véritable dictateur. Alors on se retrouve tout de suite. Alors avant de prendre quelques-unes de vos questions, je voudrais que ça soit une tradition. Il va falloir aussi que j'apprenne à me limiter dans mes propos, parce que ça fait déjà 1h30 que je suis là à vous parler, et j'imagine que c'est beaucoup trop, mais bon. Avant de prendre quelques questions, je voudrais encore vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Celles et ceux qui sont passés sur la page Patreon pour nous soutenir mensuellement, merci beaucoup. Et puis vous avez été un nombre considérable. Je sais que Cody va venir à la fin, une fois que j'en aurai terminé, que je lui aurai laissé la place, va venir vous remercier un par un et vous donner les prochains rendez-vous de la semaine. Mais il y a quelques noms que j'ai vu passer. Donc merci Bruno pour votre soutien à la chute. Merci Olivier. Merci encore Jean-François qui nous dit le Fall Guys. Ouais, non, ça ira pas, ça marche pas. On va essayer d'en chercher un. Non, on va le trouver. Merci Johan, fidèle aussi, une vraie fidèle depuis le début. Merci H3 qui va venir, le héros à la rescousse des États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une série. À la fin, il y a toujours un héros qui arrive. J'espère que le héros, ça sera le peuple américain. Voilà, ça sera le peuple américain qui se déplacera massivement et qui s'assurera dans tous les États où il faut, hein, parce que rappelez-vous, l'élection va se jouer dans 6 États. Ils s'assureront que Trump ne soit pas candidat. Ne soit pas gagnant. Et puis merci Sarah aussi pour votre contribution. Tous ces dons sont extrêmement importants. Ils nous permettent d'être de plus en plus présents. On a vraiment des projets d'être vraiment ici avec vous le plus souvent. Ça permet de financer une partie des recherches. Ça permet de financer le temps de Thomas et de Cody qui passent vraiment des heures à préparer tout ça. Ça permet aussi de payer le matériel et de le rendre meilleur. Saison après saison, émission par émission. Donc voilà, si on a quelques questions, c'est le moment, Thomas, de m'en balancer quelques-unes sur l'écran de contrôle. Voilà, Maxence qui dit quels sont les garde-fous à tout ça. Il cherche des failles, mais il doit y avoir des contres à ces failles. Il y en a quelques-unes, bien sûr, par exemple de monter jusqu'à la Cour suprême, mais est-ce que la Cour suprême aujourd'hui, dans un retour de Trump président, est-ce que ça sera un de ces contre-pouvoirs-là, en sachant qu'il a nommé 3 magistrats, en sachant que la femme d'un 4e, donc Ginny Thomas, travaille à ce plan-là avec Trump. Donc est-ce que la Cour suprême agira ? Au-delà de ça, ce sont des processus qui vont prendre extrêmement longtemps. Donc on va se retrouver où il va y avoir un fossé de plus en plus fort entre le fédéral, donc Washington, et certains États qui vont s'inscrire dans l'opposition à Trump de manière évidente. Mais la présidence américaine a d'énormes pouvoirs. Jusqu'à présent, les divers présidents, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont essayé de gouverner en limitant ce rôle-là, mais Trump a décidé au contraire de faire sortir la bête et d'y aller à fond. Donc il y a malheureusement peu de garde-barrières. Et si par exemple, alors je sais que par exemple, pour vous parler je vous ai parlé de ce fameux Schedule F qui détermine le statut des employés gouvernementaux que Trump veut remettre en cause pour les remplacer par 10 000 fidèles. Il y a la Chambre des représentants, lorsqu'il y avait une majorité démocrate, a fait passer un texte de loi pour qu'on n'ait plus le droit, quel que soit le président, il n'ait plus le droit de revenir sur le statut des employés, pour empêcher justement ce que veut faire Trump. Le problème, c'est que il y a eu des élections intermédiaires,
pour que le texte soit ratifié, il faut qu'il ressorte de la Chambre des représentants, ce qui aujourd'hui est impossible, et qu'il arrive au Sénat à temps, et il n'est pas dans l'ordre du jour, les républicains ne veulent pas entendre parler. Donc la réalité, c'est que dans un an, il y aura un nouveau président, il n'y aura certainement pas de loi qui protège le statut des employés gouvernementaux, et donc pour Trump, le droit de les remplacer du jour au lendemain, de les virer du jour au lendemain et de les remplacer par les personnes qu'il décidera de mettre en place, quelle que soit leur qualification. Leur seule qualification, ça sera le fait que ce sont des serviteurs du pouvoir. Passez à une autre question. Merci René pour votre contribution, c'est très apprécié, merci beaucoup. Nicolas, troisième raison, rester au pouvoir à la fin de son mandat. Évidemment, à partir de là, lorsqu'on devient une dictature présidentielle, le calendrier électoral n'a pas lieu d'être. Il y a des manières très simples. C'est un thème à un moment qui a un petit peu chatouillé Trump, d'ailleurs, à la sortie, on était en plein Covid, etc. C'était de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas... Il y a eu des recherches faites par des membres de son entourage, des membres du département de la justice, dont on parlait tout à l'heure de Jeffrey Clark, son futur ministre de la Justice, s'il est élu, qui essaie de voir comment on peut suspendre le processus électoral pour une raison X ou pour une raison Y. Donc c'est évident que si Trump est encore là et est toujours en vie ou toujours en santé, il remettra aussi en cause le calendrier électoral, c'est certain. Dernière question, ou c'est bon ? Alex, face à cela, on peut imaginer une véritable guerre civile. C'est clair que s'il y a cette dictature-là s'il y a cette volonté de dictature qui se met en place, ça va créer des manifestations extrêmement importantes. Et c'est pour ça que c'est aussi dans le programme de Trump, on en a parlé, c'est l'utilisation de la garde nationale pour venir étouffer toute forme de manifestation. Imaginons le maire d'une ville démocrate, Washington, par exemple, ou Dallas, ou encore ils viennent changer d'étiquette, mais d'une grande ville démocrate, ou Los Angeles, qui autorise des manifestations pour défendre la démocratie américaine. Trump, avec les nouveaux pouvoirs et la manière dont il veut les utiliser, il aura le droit de dire, bah tiens, on va envoyer la garde nationale, et on va envoyer ce groupe, ce qui a déjà été fait après toutes les manifestations suite aux abus policiers en 2020, de dire, bah tiens, on va envoyer des groupes quasiment paramilitaires à la Wagner, comme Poutine, ou la garde nationale, pour empêcher ces manifestations de déborder, quelle que soit l'excuse. Il a le pouvoir. Il a dit, en 2019, il a répété, il estime que le président a le droit de faire ce qu'il veut. C'est même un de ses axes de défense dans l'affaire de Washington, l'affaire autour de 6 janvier. Son axe de défense, c'est de dire, en tant que président, je peux faire ce que je veux. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Ça va faire 1h30. Avant que Cody revienne, vous remercier toutes et tous. Je vais le faire aussi de mon côté en vous donnant rendez-vous très vite. Encore une fois, merci de votre présence, merci de vos partages. C'est vraiment important aujourd'hui pour avoir une visibilité sur X. C'est très bien de like mes tweets, mais aussi de les partager, de les RT. Ça nous permet d'exister, surtout ceux qui ont le lien pour venir nous voir sur YouTube. Donc je compte sur vous. Cody va vous expliquer ce que vous devez faire si vous voulez des codes Blue Sky. J'en ai une centaine à distribuer. Merci encore de tous vos dons, que ça soit par notre page Patreon pour nous aider au niveau mensuel. On vous prépare, vous allez voir, on vous prépare de très très belles choses pour véritablement étendre cet esprit de communauté, cette communauté La Chute. Merci encore de votre présence. Je vous laisse avec Cody. C'était La Chute.
Rebonsoir, rebonjour à tous, content de vous retrouver. Je sais que le sujet n'était pas léger, mais le chat toujours en forme, donc merci et merci à tous d'avoir gardé encore une fois. Jamais il n'y a pas de problème dans le chat, donc merci à vous d'avoir gardé cet ordre. Je tiens à vraiment tous vous remercier pour vos commentaires, pour les pouces. On a 277 pouces sur cette émission, on s'approche d'un record, donc merci beaucoup. Et je vais commencer à remercier ceux qui sont passés par le Super Chat. Je sais qu'il y en a qui sont passés par notre page Patreon aussi, donc merci beaucoup à vous. On commence avec Monsieur John Kenzo qui est passé encore une fois. MDG78 qui est passé je crois pour la première fois, donc merci à vous pour votre soutien. Il y a Jean-François Roy qui est passé quelques fois avec quelques de ses idées qu'on va peut-être considérer avec ses blagues et ses noms. Il y a Elvien qui est également passé. On a Richard qui est passé. Je sais que Flore est passée, mais qu'elle n'est plus avec nous, mais qu'elle regardera en replay. Donc merci à vous, Flore. Il y a Stéphane qui est passé. Merci. Il y a Sylvie qui est passée une semaine de plus. Donc merci Sylvie pour votre soutien. Il y a Fanny qui est passée. Merci beaucoup. Il y a Janie qui est passée, et il y a une personne qui est passée, et je ne sais pas si c'est juste moi, mais il n'y a jamais eu de nom de compte, donc c'est une icône orange. Merci pour votre soutien, notre super-héros anonyme de la chute, merci à vous. Il y a Olivier Besson, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le cinéma, mais merci à vous. Il y a Inès qui est passée, et encore une fois, il y a Nour qui est passé, et vraiment Nour, toute l'équipe de la chute vous remercie pour votre don. C'est vraiment n'importe quel don, bien sûr, on l'apprécie et j'essaie pas de dévaluer un don ou l'autre, mais ce geste-là, vraiment, ça compte beaucoup pour la chute. Merci beaucoup à vous. Il y a Bruno qui est repassé, si je me souviens bien, vous aussi, la semaine dernière ou récemment, donc merci à vous. Il y a Olivier qui est passé. Il y a Johan qui, ça je suis sûr, c'est la deuxième fois cette semaine, donc merci beaucoup à vous. Il y a H3 qui est une nouvelle personne pour nous, donc merci à vous. Sarah qui est passée, merci beaucoup Sarah. Le coach Harry Hughes, merci à vous au Canada. On a René qui est passé, merci beaucoup. Et Isabelle, je ne sais pas si j'en ai manqué, mais sinon merci vraiment à tous. Je sais que j'ai raté beaucoup de messages et je vois qu'on est quasiment à 300 pouces, donc merci beaucoup. Et comme William a mentionné, il a son code ciel bleu Blue Sky. Donc je vais vous dire comment les avoir. Je sais qu'il a déjà distribué plus de 550 codes et là, 100 codes de plus et je vois qu'on est à 300 pouces. Donc merci vraiment les amis, ça aide beaucoup par l'algorithme et oui, c'est une manière gratuite de soutenir la chute, ça nous aide beaucoup. Merci à tous qui laissent leur petit pouce. Donc, les codes Blue Sky, vraiment super simple. Après cette émission, il y aura les commentaires qui seront disponibles sur YouTube. Allez mettre votre Twitter dans les commentaires YouTube après l'émission et on passera prendre une centaine de vous, littéralement une centaine, pour avoir des codes Blue Sky et on vous retrouvera sous les ciels bleus. Donc merci encore une fois à tous qui sont passés. Je vois que notre ami Vladimir est passé par le super chat, merci et je sais que vous avez fait un énorme travail d'éducation dans la chute quand les gens avaient des questions. Donc merci Vladimir pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vois qu'il y a plein de messages qui passent. Merci à tous qui sont passés, qui nous ont laissé des messages dans le chat. C'est vraiment sympa de vous retrouver chaque semaine, chaque rendez-vous. Donc je vous remercie une dernière fois et on se retrouve bientôt. Merci et bonne soirée.